qui va nous parler plus des aspects pratiques et mise en place de la transplantation de microbiote fécal en tant que médicament. Et puis Harry Sokol, que vous connaissez tous et qui dirige la fédération, qui nous parlera plus d'essais cliniques, des avantages de la transplantation de microbiote fécal, de son interprétation. Voilà, je laisse d'abord et avant tout tenir à saluer Laurence Bérard, qui va nous parler donc des essais et des essais en transplantation de microbiote, ce qui est assez particulier et spécifique. Merci Laurence et à tout à l'heure. Tu peux partager ton partage d'écran et ouvrir ton son, car pour l'instant, tu es encore sans ton son, nous ne t'entendons pas. Voilà Alors, vous le pouvez poser son. des questions dans le chat, on essaiera d'y répondre. Et dans le question-réponse, on essaiera de les surveiller. Et Laurence, voilà, à toi. voilà. Ça y est, tout le monde voit bien mon écran? Non, on ne voit pas encore ton écran, Laurence. Ah, Il faut que tu ailles dans écran partagé mais c'est ce que j'ai tout fait. à l'heure. Oui, tout à fait. C'est parfait. Hop. Voilà, pardon de ces petits ajustements. Bonjour, je me présente, moi je suis le docteur Bérard et je travaille comme médecin coordonnateur adjoint à l'URCEST et je travaille depuis un certain temps avec Harry Sokol sur les essais de transplantation de microbiote fécal. Un petit rappel, mais j'imagine que cette notion est tout à fait claire pour tout le monde, que la seule indication de transplantation actuellement dans le soin, c'est les infections à Clostridium difficile récidivantes. Donc ça, c'est l'indication. Mais il y a beaucoup d'hypothèses sur l'efficacité potentielle de la TMF dans d'autres pathologies et donc de très, très nombreux essais pour essayer de savoir si ces hypothèses sont bonnes ou pas. Donc là, je vais faire un petit rappel qui, probablement pour certains, est une redite, mais juste pour vous redire qu'est-ce qu'une étude clinique. S'il y a apparition d'une nouvelle molécule ou de changement de pratique ou après revue de la littérature, les cliniciens peuvent avoir une nouvelle idée qui va les amener à formuler des hypothèses, une hypothèse principalement, et donc à poser une question à laquelle l'étude doit répondre et formuler un objectif principal. Donc ça, c'est je dirais, le package de base avec lequel viennent nous voir les cliniciens qui souhaitent faire des essais. Et donc, en discutant avec ces cliniciens, il faut réfléchir avec eux de quelle est la meilleure méthode pour arriver à montrer ce qu'on souhaite montrer, les moyens à mettre en œuvre et le calcul d'effectifs, et que tout ceci aboutisse à l'écriture d'un protocole qui sera derrière, si je puis dire, la Bible de l'essai clinique, puisque le protocole doit décrire tout ce qui va être fait et puis toutes les hypothèses et tous les moyens pour répondre aux différentes questions. Donc, je ne vais pas revenir très longtemps sur les différents schémas d'études, puisqu'il y a des études observationnelles, des revues bibliographiques, mais là, ce qui nous intéresse, c'est les études interventionnelles en recherche clinique. Alors, un petit focus, encore une fois, pour certains, c'est vraiment une redite, mais un petit focus sur comment est-ce qu'on fait la preuve de l'efficacité. L'efficacité, on montre l'efficacité d'un nouveau traitement ou d'une nouvelle stratégie de prise en charge des patients en faisant un essai comparatif randomisé. Pourquoi? Parce que c'est la garantie d'avoir des groupes comparables au moment de la randomisation, comparables sur des facteurs connus et inconnus. Comparable veut dire aussi de taille égale, et comparable veut dire aussi que le choix du groupe de traitement ou de prise en charge va reposer sur la randomisation et non sur le choix du clinicien ou parfois sur le choix éventuel d'un patient.
Donc, qu'est-ce que ça implique derrière? Ça implique que pour avoir des groupes comparables et randomiser ces patients, il va falloir tirer au sort donc le choix du groupe. Et si le tirage au sort est bien respecté, à la fin, on peut faire un raisonnement causal et dire que la différence que l'on observe entre les deux groupes est liée au traitement. Ce qui est quand même quelque chose de tout à fait intéressant et c'est ce vers quoi tendent les essais. Enfin, c'est le but des essais comparatifs. Donc là, c'est un petit schéma juste pour vous rappeler dans les essais où le tirage au sort est fait à partir du patient, où on tire au sort dans quel groupe va être attribué le patient. Généralement, le plus classique, c'est d'avoir deux groupes parallèles. Et la question qui va se poser, ça va être le traitement expérimental dans un bras versus quel traitement dans l'autre bras. Est-ce que c'est versus un traitement de référence ou un placebo? Bien entendu, ça dépend de ce que l'on connaît de la pathologie en question et de quelles sont les recommandations qui existent pour le traitement de la pathologie. Après, l'autre question, mais on y reviendra, notamment Anne-Christine Joly reviendra là-dessus, c'est est-ce qu'on fait un essai en ouvert, en simple aveugle ou en double aveugle, c'est-à-dire où le médecin et le patient ne savent pas quel est le traitement, si c'est un traitement qui va être attribué. Donc toutes ces questions doivent être discutées au fur et à mesure pour réfléchir au meilleur design à adopter. Il va bien évidemment falloir, à partir de l'hypothèse qui est émise initialement, déterminer quel va être le critère, sans S c'est plus joli, le critère d'évaluation principale, en sachant que la conclusion statistique de l'essai va reposer sur ce critère. Et trouver quel est le bon critère est un choix difficile. La première chose, c'est que ce critère doit être pertinent cliniquement. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Si je vous donne un exemple bête tel que la comparaison de deux stratégies de chimiothérapie, bien évidemment, on ne va pas comparer laquelle fait la moins vomir, mais plutôt des choses de type mortalité. Donc la pertinence clinique du critère est essentielle. La qualité du critère est aussi essentielle, puisqu'il faut savoir comment on le mesure, est-ce que ça va être une façon fiable, reproductible, et donc est-ce que l'analyse qu'on fera de ce critère derrière est fiable? Et puis il y a aussi évidemment la faisabilité. Est-ce que c'est un critère qui est difficile à recueillir, où il faut faire des choses totalement inhabituelles, faire un dosage par exemple centralisé? Est-ce que derrière ça va être exploitable facilement? Et puis évidemment, il y a le moment où on va mesurer ce critère qui est fondamental, hein. Donc le critère pertinence, à quel moment, ce sont des questions qu'on doit se poser. Et donc à partir de ce critère principal et des effets attendus du traitement ou des traitements sur ce critère, on va calculer le nombre de sujets nécessaires pour répondre à la question. L'idée, c'est dans les deux groupes, dans le groupe contrôle, donc où on fait le traitement habituel ou pas de traitement, hein, s'il n'y a pas de traitement connu, on va déterminer quelle est la proportion ou la moyenne de ce critère, qu'est-ce qu'on connaît. Et puis on doit faire une hypothèse sur qu'est-ce qu'on imagine, quel est le bénéfice ou la différence qu'on espère dans le deuxième groupe. Et ça, c'est le delta, c'est-à-dire la différence qu'on espère entre le bras contrôle et le bras expérimental. Et donc, comme vous le voyez, plus cette différence est grande, moins il faudra inclure de patients. De quoi dépend encore ce calcul de nombre de sujets? Ça va dépendre aussi de la variabilité de ce critère, qui est là représenté par le sigma, c'est-à-dire que si ce critère est très variable d'un sujet à l'autre, il faudra plus de sujets que si ce critère est moins variable. Et puis, ça va dépendre de l'alpha et de la puissance. Vous savez que alpha, c'est le risque que l'on prend à dire qu'il y a une différence entre les deux groupes alors qu'il n'y en a pas. Ce risque est fixé par convention à 5% et la puissance, c'est le risque qu'on prend à dire qu'il n'y a pas de différence entre les deux groupes alors qu'il y en a.
Et par convention, dans la plupart des cas, cette puissance est fixée à 80%. Voilà, donc les choses qui vont influencer le nombre de sujets à inclure vont surtout être le delta, c'est-à-dire la différence qu'on espère entre les deux groupes, et puis le sigma. Donc, à partir de toutes ces informations, du design, de la population, de la typologie de la recherche, du nombre de sujets, il va falloir faire un protocole, une note d'information et de consentement, et tous ces documents, tout ou partie, en tout cas l'ensemble des documents va être soumis pour autorisation au comité de protection des personnes, qui est le comité d'éthique en France, à la NSM s'il s'agit d'un médicament, qui est l'Agence nationale de sécurité du médicament, et va passer aussi devant la commission informatique et liberté qui, elle, s'intéresse surtout à la façon dont on recueille les données et dont on les sécurise et dont on les utilise. La NSM s'intéresse au côté safety, bien évidemment, des patients au début de l'étude et puis tout au long de l'étude. Et le comité de protection des personnes, lui, a pour mission de s'assurer de la protection des patients et notamment du fait que la note d'information est clairement rédigée et compréhensible par les patients. Donc ça, c'était une petite revue de qu'est-ce qu'un essai clinique en général. L'idée là est de vous parler de qu'est-ce qu'un essai clinique de transplantation de microbiote fécal. Alors déjà, c'est un essai qui porte sur un médicament. Hein, le transplant de microbiote fécal, c'est un médicament. Lors de notre première collaboration, on va dire, avec Harry Sokol sur une TMF, c'était il y a à peu près 10 ans, la question a été posée à la NSM de comment est-ce qu'on considère une TMF. Donc, il y a eu pas mal d'allers-retours, de changements d'avis. C'est un médicament, non, c'est pas un médicament. Bon, bref, la conclusion finale a été c'est un médicament. Alors, c'est un médicament qui est particulier puisqu'il est issu du corps humain et donc on va revenir sur les difficultés que ça pose dans la réalisation pratique. Donc, de façon très schématique, ça part de dons de sel, dans la plupart des cas pour les essais, de volontaires sains. Dans le soin, ça peut être un peu différent, mais dans les essais, on part de volontaires sains. Enfin, on recueille des selles de volontaires sains. Et puis, on va le voir ensuite, il y a des recommandations de la NSM pour la qualification des dons qui sont extrêmement drastiques et qui sont, je crois, les plus drastiques au monde. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un nombre d'examens à faire pour dire que les selles peuvent être utilisées pour une TMF qui est extrêmement important. Alors, qu'est-ce que ça implique de recueillir des selles chez un volontaire sain? Ça implique un certain nombre de choses. Évidemment, il faut que ce volontaire n'ait pas peur des prélèvements, parce qu'il y en a un certain nombre. Il faut que le volontaire soit disponible, parce que les dons doivent se faire sur place, proche de l'endroit où la TMF va être fabriquée. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas garantir si les selles sont émises à domicile, qu'elles sont émises par le volontaire en question et qu'elles sont conservées dans des conditions compatibles avec la fabrication d'un médicament. Dans la mesure où c'est un volontaire sain, c'est-à-dire qu'il n'a pas de pathologie particulière, on s'expose aussi à la découverte d'anomalies biologiques qui peuvent être totalement sans aucune conséquence. Mais comme vous le savez, quand on fait des examens à quelqu'un, on peut trouver des anomalies. Donc derrière, il faut effectivement pouvoir revenir vers le volontaire, lui expliquer ce que c'est, est-ce qu'il doit retourner voir son médecin, enfin voilà, qu'est-ce qu'il doit faire. Bien entendu, il faut donner des recommandations à ce volontaire d'être vigilant vis-à-vis du risque infectieux, vis-à-vis du risque infectieux en général, de nous signaler si quelqu'un dans son entourage est malade, et puis plus récemment, comme vous le savez, avec le SARS-CoV-2, voilà, ça a augmenté les contraintes. Et puis les volontaires sains doivent être enregistrés sur un site qui s'appelle le site VRB. Pourquoi ça? Pour deux choses, en fait. La première, c'est pour la sécurité de ces volontaires. Pardon. Pour la sécurité de ces volontaires, parce que sur ce site VRB,
on enregistre dans quelle étude est un volontaire, et ça évite qu'un volontaire puisse être inclus dans 2 essais de phase précoce qui, par exemple, pourraient tester 2 médicaments qui seraient dangereux pour le volontaire. Donc, il y a vraiment un côté safety pour le volontaire à être enregistré sur ce site. Et puis, il y a un côté aussi dédommagement des volontaires, parce que les volontaires, on les dédommage pour le temps qu'ils donnent, qu'ils passent dans la recherche. Et du coup, en France, il y a un plafond annuel de dédommagement des volontaires qui est de 4 300 ou 4 500 €. Et donc, il faut à chaque fois qu'on dédommage un volontaire, l'inscrire sur le site pour qu'il y ait une vérification que ce plafond n'est pas dépassé. Sur le critère de recueil des selles et pour la fabrication de la TMF ou du placebo, il y a aussi évidemment beaucoup de choses assez contraignantes. Il y a très nombreux critères de sélection clinique, notamment vis-à-vis du risque infectieux. La NSM a pris un grand nombre de précautions et a demandé de faire poser un grand nombre de questions et de faire un grand nombre d'examens. Et puis, ces critères sont évolutifs, notamment, comme vous le savez tous, en lien avec l'épidémie de SARS-CoV-2. Il y a eu une deuxième vague, entre guillemets, de choses à rechercher chez les volontaires. Il y a aussi évidemment beaucoup de critères biologiques. Ils sont vraiment là, pour le coup, très nombreux, vous le verrez tout à l'heure. Et ça, pour éviter, bien entendu, de contaminer un patient. Mais Harry Sokol pourra vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont relativement inutiles, et en tout cas qui sont une exception française et qui rendent la sélection des volontaires vraiment compliquée. Tout ça, ça nécessite une logistique importante, puisqu'il faut sélectionner les volontaires, leur donner des rendez-vous, leur transmettre les résultats, envoyer les résultats, récupérer les résultats, leur transmettre. Il y a aussi un circuit de validation des selles pour la TMF, qui est un circuit de validation qui est complexe. Ça, je vais y revenir dans la diapo suivante. Et un coût important du médicament, parce que ça demande un coût de personnel, d'examen, de logistique qui est extrêmement important, et on va y revenir aussi. Alors là, cette diapositive est relativement indigeste, mais elle vous donne une idée de comment se passe un cycle, entre guillemets, de don de sel pour un volontaire sain. Et ce que vous voyez dans la partie inférieure de la diapositive est tout ce qu'on doit faire pour le volontaire. On n'a pas détaillé tous les examens, parce que là, il aurait fallu un bottin. Mais globalement, on va voir le volontaire pour voir s'il n'y a pas de soucis, lui poser un certain nombre de questions, et puis s'il n'y a pas de souci, on va lui faire un examen clinique, des examens sanguins et dans les selles de dépistage, plus bien évidemment une PCR SARS-CoV-2 dans les selles, et très rapidement aussi une PCR en nasopharyngée. Et si ces examens qui sont faits au début montrent qu'il n'y a pas de signe de choses embêtantes, le questionnaire va pouvoir revenir sur une période de 7 à 28 jours, faire le maximum, entre guillemets, de dons de sel possible, pour essayer de, si je peux utiliser cette expression qui n'est pas très jolie, de rentabiliser ce qui a été fait pour les examens qui ont été faits. Mais il faut savoir que dans cet intervalle de 28 jours, il n'est pas complètement tranquille, puisqu'on va lui faire toutes les 2 semaines une PCR nasopharyngée, et tous les 7 jours, une PCR dans les selles. Voilà. Et puis à la fin de cette période, qui dure au maximum 28 jours, on va recommencer tous ces examens, et on va attendre 14 jours pour l'appeler et vérifier qu'il n'y a pas eu d'événements inattendus pendant ces 14 jours post-don. Et tout ce panel est nécessaire pour qualifier les selles. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup d'examens à faire, et que c'est long, et qu'il y a beaucoup de risques que ces selles soient finalement dites non éligibles pour faire une transplantation de microbiote fécal.
Donc tout ça, ça implique un coût, ce que je vous disais tout à l'heure, et je vais vous redétailler un peu plus maintenant, un coût important de ce médicament, TMF, parce qu'il faut dédommager les volontaires, il faut du temps médical, du temps infirmier, il faut monitorer évidemment les dons. Voilà, il faut vérifier qu'ils sont conformes à toutes les recommandations de la NSM et qu'il n'y a pas eu de déviation, d'examens qui n'ont pas été rendus, qui n'ont pas été faits, etc. Il y a beaucoup d'examens de sang et de sel, dont une partie n'est faite que dans des centres de référence. Donc les sels, elles doivent partir à Dijon, à Bordeaux, enfin voilà, elles doivent partir aux quatre coins de la France. Et évidemment, elles doivent partir dans des conditions, avec un certain nombre de conditions. Et juste à titre d'exemple, enfin c'est pas à titre d'exemple, c'est basé sur notre expérience, mais qui est l'expérience avant le SARS-CoV-2. Pour avoir un don valide, il fallait qu'on screen 80 volontaires. Voilà, c'est pour vous donner une idée de la perte, entre guillemets, qu'il y a entre un don et un volontaire. Donc, le screening du volontaire, c'est vérifier les critères d'inclusion et de non-inclusion. Ensuite, on les inclut. 80 volontaires, ça faisait faire 8 bilans d'inclusion. Sur ces 8 bilans d'inclusion, il y avait 2 dons qui étaient faits et un seul était validé. Donc, ça vous donne une idée vraiment de la difficulté à acquérir, si je peux dire, ces sels valides qui, derrière, pourront être transformés en médicaments. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et je vais passer ensuite la parole à Anne-Christine Joly, qui, elle, va revenir sur la partie fabrication du médicament. Et je crois qu'on a un petit peu de temps pour répondre à quelques questions. C'est ça, exactement. Merci Laurence. On est parfaitement timé. Il n'y a pas de questions pour l'instant. Ça a été tellement clair et limpide que pour l'instant, il n'y a pas de questions dans la discussion ni dans le petit item Q&A, Q et R, questions et réponses. Voilà. Alors, tu nous as, bien sûr, Laurence, bien remis la réglementation pour la TMF et pour les essais cliniques. Tu nous as parlé de points dont on va rediscuter toute la soirée, hein, les placebos, le mode de fonction. Si quelqu'un devait se lancer dans un essai TMF, en tout cas au niveau réglementaire, quels conseils, les 2-3 choses que tu aimerais qu'on retienne ce soir, qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne? Sur le plan réglementaire, hein, pas trop sur le plan… Sur le plan réglementaire, sur le plan montage de l'essai, je dirais qu'il faut s'y prendre pas mal en amont parce qu'il y a la discussion entre pas mal de personnes, Harry Sokol, Anne-Christine Joly et moi-même, et puis les méthodos et les biostats, parce que, comme j'ai essayé de vous le montrer dans la première partie, il y a vraiment plein de choses qui rentrent en compte pour que l'essai soit faisable. Voilà, donc il y a une discussion assez importante à avoir. Et puis ensuite, je pense qu'il faut aussi un peu de patience, malheureusement, parce qu'avec les recommandations de la NSM qui changent, voilà, qui s'adaptent à la crise sanitaire, entre autres, ça peut être long d'arriver à trouver le bon compromis. Donc, vraiment, je pense qu'il faut venir voir en amont le plus rapidement possible des gens qui connaissent, quoi. Donc, il faut de la patience. Harry nous dit, il faut aller voir les gens qui connaissent pour ne pas se lancer comme ça. On nous pose dans le chat une question. Le bilan, ça coûte combien finalement, un traitement TMF là? Enfin, pour faire le bilan pour qualifier, j'ai l'impression. Oui. Le bilan pour qualifier, c'est de l'ordre de 800 €. Mais le problème, ce n'est pas tant le bilan. Là, c'était avant le Covid. Hein. Le problème, ce n'est pas tant le bilan, c'est combien il faut de bilan pour avoir un don valide. C'est ça. Voilà. Donc, et puis, il faut du temps médical, il faut du temps infirmier. Voilà. Donc, quand on fait le calcul de tout ce qu'il faut pour avoir un traitement, on est plutôt dans l'ordre de plusieurs milliers d'euros, en fonction de quelle quantité, combien de fois on donne le traitement, quelle voie. Voilà. Ça, c'est une discussion avec Anne-Christine Joly et Harry Sokol. Voilà. Mais ce sont des essais qui, à ce jour, sont chers. Et pour donner un ordre d'idée, ce sera la dernière question pour la patience.
entre une idée qui germe dans la tête et un essai de transplantation de microbiote, les résultats, peut-être, combien de temps en moyenne, selon ton expérience? C'est Ça se compliqué parce compte que plutôt le en premier, années ou en oui, mois? non, non, c'est en année. Non, D'accord, non, ça c'est en année. c'est ça. Le premier essai, et Harry Sokol en sait quelque chose, le premier essai, je pense qu'il nous a fallu 18 mois pour avoir des autorisations réglementaires. D'accord. Voilà. Après, Bon, maintenant, c'est un peu plus rapide, mais après, le temps d'inclure les patients, de plus les que de la suivre, patience, Oui, un peu d'abnégation et d'obstination. peut-être, oui. D'accord, merci Laurence. De Alors, on rien. a des questions sur le placebo et sur les dons. Est-ce qu'ils doivent être faits sur place tous les jours? Ça, on va en parler tout de suite. Mm. Ça nous donne vraiment un bon moyen de passer la parole à Anne-Christine Joly, qui est pharmacienne à l'hôpital Saint-Antoine. Tu peux, voilà, déconnecter ton son, te mettre en diaporama, Anne-Christine, merci, et nous t'écoutons. Merci beaucoup. Normalement, c'est bon, non? Ouais. Super. Merci beaucoup, Philippe, de nous donner. Et effectivement, Laurence a commencé à vous parler d'une thématique qui nous occupe depuis quelques années autour de ces essais cliniques de transplantation de microbiote. Et une des premières choses que vous a dit Laurence, donc moi je vais vous parler plus des aspects pharmaceutiques, effectivement, c'est que c'est un médicament, mais c'est un médicament pas comme les autres. Hein. C'est un médicament dans le sens de la réglementation et du Code de la santé publique, pour ses propriétés curatives et préventives, le fait qu'il soit administré dans une pathologie humaine, dans un objectif de corriger ou modifier une fonction physiologique. De ce fait-là, c'est considéré comme un médicament en France. Donc, la transplantation de microbiote fécal est une introduction de sel de donneur sain dans le tube digestif d'un patient receveur. Et cet objectif est de rééquilibrer le microbiote intestinal. Donc, du fait de cette visée curative, c'est considéré comme un médicament en France. C'est une exception européenne. Peu de pays ont fait le choix de considérer que c'est un médicament, mais au Code de la santé publique, c'est considéré comme un médicament. En l'absence d'autorisation de mise sur le marché, le transplant peut être utilisé dans un cadre qui est assez contraint, un cadre réglementaire qui est fixé au Code de la santé publique, là encore, avec la nécessité de se référer aux bonnes pratiques de préparation pour préparer des préparations selon des statuts différents. On parle de préparation magistrale ou d'hospitalière. Les médicaments expérimentaux se rentrent aussi dans ce cadre, on fait ce choix-là, que du fait de cette décision, c'est un usage qui se fait dans un cadre réglementaire et législatif qui correspond aux bonnes pratiques de préparation, et on a la possibilité de préparer des préparations magistrales ou hospitalières. Ça, c'est un petit peu technique et je ne vais pas forcément aller dans ce détail-là. Simplement, l'usage de ces transplants, aussi bien dans les essais cliniques que dans le soin, est encadré par la NSM. Et c'est vrai que Laurence disait tout à l'heure, en tout cas dans les essais cliniques, on avait énormément de contraintes pour qualifier notre matière première. Ça tend à s'amenuiser la différence entre le soin courant et les essais cliniques, et les contraintes sont très importantes, quelle que soit la situation où on prépare des transplants de microbiote. Donc, ce n'est pas un médicament biologique au sens du Code de la santé publique en France. C'est soumis à autorisation par les autorités régionales de santé, comme beaucoup d'activités au sein des pharmacies hospitalières des établissements de santé. Est-ce que maintenant ça fonctionne? Oui? Oui, Tant mieux. Donc, Laurence vous l'a dit, hein, l'indication reconnue en France, et Harry en reparlera, c'est l'infection récidivante à Clostridoides difficile. Et en dehors de cette indication, c'est une participation aux essais cliniques qu'il faut envisager pour répondre aux besoins de la population sur l'intérêt que peut constituer des transplantations en fonction des indications.
Donc ça, c'est un point que j'ai fait hier, mais ça évolue tout le temps, en fait. On voit régulièrement ce type de dia, mais c'est pour montrer que quand même, les transplantations, les essais de transplantation sont essentiellement sur l'hémisphère nord globalement quand même, et qu'aujourd'hui, il y en a 233 actifs sur les 350, grosso modo, qui ont été ouverts, dont un certain nombre sont terminés. Donc, c'est en permanence, c'est en perpétuel mouvement ces transplantations et ces essais de clinique, avec une augmentation dans la sécurité qui colle aussi à la situation sanitaire. Évidemment, comme l'a dit Laurence, on a eu des contraintes supplémentaires liées au SARS-CoV-2. En tout cas, il faut constituer un dossier qui est soumis à la NSM, qui est soumis à l'avis d'un comité éthique. Et comme l'a dit Laurence, il y a un protocole qui comprend de nombreux items différents, qui explique la justification scientifique de cet essai clinique, qui reprend la conception, le déroulement, dans quel ordre on va faire les traitements, sur quels critères vont être réalisés les jugements d'efficacité ou de tolérance ou d'évaluation, tout en étant dans un cadre très sécuritaire. Les gestions des données, l'aspect informatique, l'aspect éthique, légal sont décrits dans le cadre de ce protocole. Et désormais aussi dans les demandes qui sont faites par la NSM, il y a une brochure investigateur qui est demandée pour toute ouverture de protocole. Il y a un dossier du médicament expérimental qui est donc écrit par les pharmacies, par les pharmaciens hospitaliers qui développent ces traitements-là, dans lesquels sont décrits nos processus de validation de matières premières, nos processus de préparation, nos processus de contrôle au cours de la préparation de nos transplants de microbiote. Et puis, il y a un aspect circuit pharmaceutique qui décrit tout le circuit, comme le disait Laurence, qui est extrêmement exigeant et extrêmement complexe, depuis le donneur jusqu'à l'administration chez le patient, en passant par la randomisation, tout ce qui est lié au donneur, puis au receveur. Donc, en pratique, comment on passe d'une petite selle à un médicament? Ça fait quelques années qu'on pratique maintenant ce type de préparation. C'est parti de manière extrêmement empirique et ça fonctionne extrêmement bien dans les ICD récidivantes. Et ces premières préparations dans les ICD récidivantes nous ont permis de faire des protocoles, des modes opératoires que l'on utilise aussi aujourd'hui dans d'autres essais cliniques pour d'autres indications. Donc, le principe de recrutement du donneur, comme l'a expliqué Laurent, ça se fait dans un lieu autorisé de recherche qui implique la personne humaine. Donc, c'est contraint, avec des dons qui sont réalisés sur place, à des temps donnés. Et comme le disait Laurence, une fois qu'il y a eu émission de sel, il faut que nous prenions en charge très rapidement le transplant, la préparation, pardon, la selle pour justement la mettre en forme pharmaceutique de manière à pouvoir congeler dans les quelques heures qui suivent. La congélation se fait à moins 80 et c'est une fois qu'on est à moins 80 qu'on peut parler d'une stabilité pendant 2 ans de nos transplants. Dans le cadre du soin, nous préparons souvent des suspensions qui ne sont pas forcément mises en forme pharmaceutique. Par contre, dans le cas des essais cliniques, les transplants s'adressant finalement à des centres de recruteurs de patients à travers la France, il faut que nous mettions à disposition des préparations qui soient prêtes à l'emploi. Donc, c'est pour ça que nous avons développé dans le cadre de ces essais cliniques des préparations sous forme de seringues, on verra, il y a différentes voies d'administration, ou sous forme de gélules qui sont administrées par voie orale. Donc, évidemment, cette dia n'est pas destinée à être lue ou décortiquée. C'était simplement pour appuyer ce que disait Laurence tout à l'heure sur la complexité des examens qui sont mis en œuvre pour valider un donneur.
donc avec des examens qui sont médicaux et paramédicaux, des examens de sang, des examens de sel, des prélèvements nasopharyngés avec la particularité du SARS-CoV-2 depuis 2 ans, des tests PCR, des choses extrêmement importantes que l'on fait depuis toujours, mais qui n'étaient pas faites partout. Et c'est en ça que Laurence disait que nous, on a un niveau d'exigence qui est extrêmement élevé en France, comme par exemple la recherche de bactéries multirésistantes. Il y a des donneurs sains qui sont porteurs de bactéries multirésistantes sans aucun impact sur leur santé, sans même le savoir qu'ils ont ces bactéries multirésistantes dans leur réservoir intestinal. Et ces bactéries multirésistantes pourraient avoir un impact extrêmement délétère sur les receveurs. Donc, et c'est comme ça d'ailleurs qu'il y a eu des décès aux États-Unis sur des recherches qui n'étaient pas effectuées chez leurs donneurs et qui le sont chez nous en France depuis toujours. Donc évidemment, on recherche le Clostridioides difficile parce qu'il est hors de question, évidemment, lors des transplantations, d'être contaminant avec les transplants. Donc c'est au regard de tous ces résultats et comme vous l'a décrit Laurence, à des moments très déterminés de la prise en charge du donneur, enfin, c'est pas une prise en charge, mais au moment de tous ces dons, et au-delà, en attendant une quinzaine de jours après sa visite, sa période de don, que l'on va pouvoir qualifier notre don et libérer potentiellement de la quarantaine toutes les préparations que nous aurons réalisées à partir des dons de ce donneur. Donc, il y a tout un tas d'étapes clés pour sécuriser avec le bilan infectieux dont on a parlé. Il y a des échantillons qui sont réalisés sur notre matière première, donc la sel brute, aussi bien que sur les produits finis, ce qui nous permettrait en cas de difficultés, de problématiques, de pouvoir revenir sur la matière première brute ou sur la matière première transformée. Nous avons des stockages dans des zones dédiées pour le soin, pour les essais cliniques, en quarantaine, pas en quarantaine. Tout ça est séparé avec une cartographie extrêmement précise et très complexe d'ailleurs à mettre en œuvre et à tenir à jour pour être sûr qu'on ait évidemment les transplants qui soient au bon endroit. Il y a une traçabilité qui se fait dans un dossier de l'eau de toute façon, avec l'ensemble des éléments qui sont validés toujours par 2 personnes différentes avant libération pharmaceutique au regard de bilan de toute la biologie et le bilan clinique qui a été réalisé en amont. Bien sûr, tout au long du process, on a une traçabilité des températures et des alarmes qui sont mises en œuvre au niveau de nos congélateurs à -80. Donc, on prépare en plusieurs étapes. On prépare sur un don dont on ne sait pas encore si les résultats biologiques sont valides. Nous avons des hôtes à flux d'air laminaire, des hôtes, pas à flux d'air laminaire, des hôtes à extraction qui nous permettent de préparer en sécurité pour le transplant, mais aussi pour le personnel. Les échantillons sont mis en œuvre sous forme de cryotubes qui sont congelés directement à -80. Et puis, nous utilisons des systèmes de mélangeurs à pales qui nous permettent de travailler en système clos pour éviter les contaminations potentielles et du transplant et de l'environnement par le transplant. Nous avons une filtration et comme je vous disais, dans le cadre de nos préparations destinées aux essais cliniques, nous disposons directement sous forme de seringues prêtes à l'emploi. Dans le cadre des gélules, c'est un petit peu plus long, un petit peu plus compliqué, ça nous demande plus d'étapes, avec des étapes d'enrichissement de notre transplant sous forme d'ultracentrifugation. On cherche à obtenir un culot dans lequel il y a donc les micro-organismes qui sont concentrés pour pouvoir les faire entrer dans des gélules et avoir un minimum de gélules à avaler pour le patient. Malgré tout, on arrive quand même à une quinzaine de gélules à avaler à chaque fois sur 2 jours de traitement à J1 et J2. Quand je dis une quinzaine, c'est la moyenne, ça dépend des protocoles et des essais cliniques, ça dépend si on s'adresse à l'adulte, à l'enfant. Globalement, ce sont quand même un nombre assez important de gélules à absorber. Ces gélules sont
à délitement retardé pour pas qu'elles se délitent au niveau de l'estomac, mais pour qu'elles se délitent plus bas dans le tractus digestif. Et elles sont double encapsulées pour justement limiter un délitement anticipé et une fragilité potentielle, puisque nous sommes avec une suspension dans une gélule et non pas une matière solide aujourd'hui. Donc, une fois que ces préparations sont réalisées, en attendant la validation des résultats, il y a une quarantaine mise en œuvre et la quarantaine, comme je vous le disais, la libération se fait sur le bilan biologique conforme et l'ensemble des éléments du dossier de l'eau pharmaceutique. Une fois que ces préparations sont faites, elles sont mises en attente d'un receveur. Les receveurs sont randomisés la plupart du temps, en tout cas dans les essais qui sont mis en œuvre dans notre unité, il y a une randomisation. Comme le disait Laurence, ce sont des essais les plus solides, enfin les moins à risque d'avoir des biais. Donc, on randomise un transplant des patients qui vont recevoir le transplant de microbiote versus des patients qui reçoivent un placebo. Harry vous parlera de la problématique des placebos. On utilise une suspension de cryoconservation comme placebo. Les essais sont en aveugle et nécessitent donc d'être en aveugle pour le patient et vis-à-vis du médecin pour avoir une interprétation avec le moins de biais possible des résultats. Dans le cadre d'une comparaison microbiote placebo, on a d'autres essais où on va comparer deux voies d'administration différentes. Et là, évidemment, du coup, il n'y a pas d'aveugle possible puisque la voie d'administration est connue et par le patient et par le médecin. Par ailleurs, il y a une autre problématique à prendre en considération dans nos essais thérapeutiques, c'est exigé par nos autorités sanitaires, c'est la sérocompatibilité CMV et EBV, donc cytomégalovirus et Epstein-Barr virus, entre le donneur et le receveur. Donc, ça amène une complexité supplémentaire parce que ça veut dire qu'il faut qu'on ait suffisamment de transplants dans nos congélateurs pour pouvoir répondre à tout profil sérologique des patients receveurs. Sachant que le tout négatif, qui est donc le donneur universel en ce qui concerne cette sérocompatibilité, est extrêmement difficile à trouver. Donc, une fois que nos transplants ont été déterminés, quel type de transplant on devait donner en fonction de quel essai, de quel bras de randomisation et de quelle voie d'administration, il y a un transport qui est réalisé vers les centres recruteurs et ce transport se fait d'une manière extrêmement sécurisée là encore pour ne pas faire prendre de risques à nos transplants qui, vous comprenez, au bout de nos deux présentations à Laurence et moi-même, sont extrêmement précieux vu l'énergie qu'il faut mettre en œuvre pour arriver à préparer ces transplants. On a un transport qui se fait dans des corboglaces par des transporteurs spécialisés avec un suivi de température tout le long du transport. Je n'ai plus que pour quelques minutes, je vais juste vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est des seringues qui sont destinées à être administrées par lavement. Là, ce sont des seringues qui vont être destinées à être administrées par coloscope. Donc, c'est une autre voie d'administration possible qu'on utilise dans nos essais cliniques. Là, c'est par voie nasodonale. Pour l'instant, nous n'avons pas d'essai ouvert avec cette voie pour l'instant, mais c'est quelque chose que l'on fait pour le soin. Et puis, nous avons des gélules qui sont administrées par voie orale. Donc, comme je vous disais, 2 x 15 gélules qui sont administrées presque congelées, en fait, quelques minutes après leur sortie du congélateur. Donc, en plus des étapes clés que je vous avais décrites sur la partie préparation, on a des étapes clés de sécurisation qui sont, une fois que l'on a préparé et tout le long de la dispensation et de l'administration, il y a des modes opératoires d'administration qui sont transmis aux équipes pour s'assurer que ces administrations soient faites dans de bonnes conditions. Et il y a une surveillance du patient après les administrations et possibilité de tracer des éventuelles pharmacovigilances liées à ces transplants de microbiote fécal.
À retenir donc, ça c'est un message, je crois qu'on aura tous à cœur à vous dire, c'est que le transplant de microbiote, c'est donc un médicament qui n'est pas du tout comme les autres. Il demande une énergie extrêmement importante pour être mise en œuvre, pour arriver à qualifier des transplants, d'autant plus que effectivement la situation sanitaire depuis 2 ans nous a extrêmement compliqué les choses. En dehors des ICD, les utilisations se font dans le cadre d'essais cliniques, de préférence des essais cliniques randomisés en aveugle versus placebo. Attention au schéma thérapeutique, quand on crée un protocole, il faut réfléchir au fait que si on veut, et c'est ce que l'on a toujours fait nous dans les essais pour l'instant, que ce soit le même donneur tout le long du traitement du patient. Si on veut avoir des transplantation de manière réitérée du même donneur, il faut prendre en considération les temps de péremption, toutes les problématiques que je vous ai dit de sélection des donneurs, du fait d'avoir plusieurs sérocompatibilités possibles et s'assurer que au bout d'1 an de traitement, on n'aura pas la troisième administration qui sera tout près d'être périmée. Donc il faut être extrêmement attentif dans le schéma thérapeutique à s'assurer que on va réussir à avoir, malgré toutes nos difficultés logistiques, à arriver à un transplant qui soit de qualité pharmaceutique optimale jusqu'au patient. Donc, je pense que c'est ma dernière diapositive. Pardon. Je vous remercie de votre attention. J'ai fait une petite contraction. C'est parfait, Anne-Christine. Il y a des questions et je vais enchaîner directement. Question courte, réponse courte. Chiffre de TMF en France. Combien de transplantations fait-on en France? Ouais, par an ou sur les 5 dernières années? Alors, c'est une question à laquelle on va répondre très rapidement parce qu'il y a une enquête actuellement du groupe français de transplantation de Flore qui est réalisée par Nicolas, qui était un des intervenants du premier lundi du microbiote, pour avoir une photographie plus récente que celle qu'on a réalisée maintenant il y a plus de 5 ans. Un ordre d'idée peut-être sur… On est sur Saint-Antoine, par exemple, on est en train d'augmenter de manière considérable le nombre de transplantations. On en a, alors c'est très saisonnier, ça va dépendre de nos indications, mais on peut dire simplement peut-être plusieurs centaines par an, quoi. Voilà, à travers la France. En France. On aura une image plus précise bientôt. Voilà. Alors, une question sur le succès, mais ce n'est pas trop la question de ce soir. Des questions un peu techniques. Une question sur la préparation des gélules. Est-ce que les centrifugations détruisent les bactéries? Est-ce que ça a été regardé? Alors, il y a des essais cliniques qui ont été publiés et qui montrent l'efficacité des transplantations en gélules, malgré que nous étions habitués avec les suspensions à faire des transplants plus riches. C'est-à-dire que la quantité en grammage de sel dans les transplants en suspension était plus importante que les gélules. Donc, on avait peur que les gélules, le fait qu'on en transplante moins de microbiote, ça soit moins efficace. Et en fait, ça a montré son efficacité dans les essais où ça a été publié. Donc, ce n'est pas lyophilisé dans les gélules, hein, c'est liquide. Pas encore, mais ça vient. Autre question, est-ce que tout est fait en anaérobiose? Est-ce que certaines parties sont en anaérobiose, pas d'autres? Et est-ce que ça compte pour l'efficacité dans les infections assez difficiles et récidivantes, voire dans un protocole? Alors, c'est une question qu'on s'est posée évidemment quand on a mis en œuvre ces modes opératoires. De l'expérience de ceux qui l'avaient réalisé, le fait de travailler en anaérobie n'apportait pas une meilleure efficacité. On pense qu'en fait, la selle est protégée dans une matrice qui fait que avec ces milliards de micro-organismes, il en reste suffisamment pour obtenir l'efficacité attendue. En tout cas, c'est absolument certain sur l'ICD récidivante. Une question sur la force de la centrifugation en G. Est-ce que tu peux nous dire peut-être le détail? Parce que c'est Marie-Agnès Petit, je pense, qui s'intéresse aux phages, qui veut savoir si on récupère les phages. Alors, on est à 4000 tours minute. Parce que bien sûr, la transplantation de microbiote fécal, ce n'est pas que les bactéries qu'on passe. Non, bien sûr. Il y a d'autres micro-organismes, peut-être des phages. À 4000 tours alors, en tout cas, Marie-Agnès pourra peut-être nous dire, mais il y a aussi, bien sûr, tous les métabolites et plein d'autres choses. Bien sûr. A priori, à 4000 tours minute, Marie-Agnès nous dit que les phages ne sont pas récupérés. Sauf ceux qui sont à l'intérieur des bactéries, bien sûr.
C'est ça, c'est-à-dire qu'on a une matrice qui fait que très probablement on conserve un certain nombre d'éléments de notre microbiote. On aura peut-être l'occasion de parler de ça lors de la session finale questions-réponses. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Et bien sûr, il y a pas mal de questions techniques, pratiques, et c'est normal. Mais je crois qu'on a fait le tour. La centrifugation à 4000 n'est fait que pour les gélules. Bien sûr, ça n'est fait En que fait, pour les gélules. l'objectif, c'est d'arriver à enrichir une partie de nos gélules, de ce que l'on récupère. En fait, on veut avoir un maximum de contenants dans nos gélules avec un minimum de volume. Ça permet de concentrer, en fait. Oui, oui. Et ça n'est pas appliqué Pas dans les suspensions. dans les suspensions. En tout cas, je crois qu'on a bien senti enfin, les contraintes. À quand la prochaine séance, le printemps des phages? On a bien compris les contraintes de la qualification de médicaments, mais aussi les avantages finalement, d'une certaine façon, pour l'instant, pour cette histoire sur le microbiote intestinal et sur la transplantation de microbiote fécal. C'est peut-être probablement un temps historique où c'est qualifié de médicament. Ça sortira peut-être de cet usage médicament. En tout cas, ça nous a permis de baser pour l'instant pas mal de choses, enfin de poser les bases des essais. Ce qui est déjà un grand avantage. Je crois qu'il n'y a plus d'autres questions pour toi, Marie-Christine. Les gélules sont-elles gastro-résistantes? Oui, il y a une double, si j'ai bien suivi, double couche de… Elles sont à délitement retardé, en fait. Eh bien, maintenant, je passe la parole à Harry, qui va nous parler des résultats des essais de microbiote fécal, comment les comprendre. Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez et si vous me voyez. Oui, on t'entend, on te voit et on est en diaporama, Génial. c'est parfait. Super. Alors, donc je vais vous parler effectivement des essais de transplantation fécale et de comment les comprendre. Mais avant ça, on va refaire quand même un petit peu d'historique qui est quand même nécessaire à la compréhension. Donc, pour vous rappeler, le microbiote intestinal, c'est autant de bactéries dans l'intestin que de cellules dans notre corps, donc de l'ordre de 10 puissance 13. Et vous savez qu'enfin, le génome humain a été complètement séquencé ces derniers jours. Et si on met bout à bout les gènes qui sont présents dans le microbiote d'un seul individu sain, ça représente 25 fois le génome humain. Donc des capacités d'adaptation et des capacités fonctionnelles absolument énormes. Ce microbiote, il a de nombreux rôles sur notre santé. Ce n'est pas le lieu aujourd'hui de tous les décrire, mais il a, du fait de ses rôles, de ses fonctions multiples, il n'est pas étonnant que s'il est altéré, il puisse jouer un rôle dans des pathologies, elles aussi multiples. Et aujourd'hui, il y a un grand nombre de maladies pour lesquelles on pense que le microbiote est impliqué. Donc, s'il est impliqué dans les maladies, peut-être que c'est une cible thérapeutique, et on peut potentiellement agir sur le microbiote de différentes manières, dont, bien sûr, la transplantation de microbiote fécal, dont le principe est finalement très simple. Il s'agit d'essayer de remplacer un microbiote altéré, dont on pense qu'il joue un rôle dans une maladie, par un microbiote sain, en espérant avoir des effets thérapeutiques. Ce n'est pas du tout un traitement nouveau. On retrouve des mentions de l'utilisation de transplantation fécale dans la littérature médicale chinoise du IVe siècle. C'était appelé à l'époque la soupe jaune, donc je vous laisse imaginer à quoi ça pouvait correspondre. Et ce type de traitement était utilisé pour des intoxications alimentaires et des épisodes de diarrhée sévère. Plus proche de nous, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les soldats allemands de l'Afrika Korps, qui étaient localisés en Afrique du Nord, souffraient de dysenterie. Et les scientifiques allemands qui les accompagnaient ont remarqué que les nomades locaux semblaient protégés de ces épidémies de diarrhée. Et ce que les nomades faisaient, c'est qu'en cas de diarrhée, eh bien, ils ingéraient de la bouse de chameau fraîchement émise. Donc, les soldats allemands se sont mis à faire la même chose et ils ont également été protégés. Et donc, les effets ont été rapportés à certaines bactéries qui sont présentes dans le microbiote des chameaux.
et qui ne survivent pas si les selles de chameau restent à l'air. Donc, c'est pour ça que les selles étaient consommées fraîches. Plus proche de nous, fin des années 50, 4 cas de colite pseudomembraneuse traités par transplantation fécale, alors même que la bactérie Clostridium difficile n'était pas encore connue. Et donc, ça veut dire que la bactérie a changé de nom, maintenant elle s'appelle Clostridioides difficile. Début des années 80, premier cas de transplantation fécale pour une infection récidivante à Clostridioides difficile authentifiée. Et puis ensuite, dans les 30 années qui ont suivi, jusqu'à 2013, plusieurs centaines de cas décrits dans la littérature de transplantation fécale pour cette même indication d'infection récidivante à C. difficile, et avec un taux de succès rapporté supérieur à 90%. Et puis, ce qui a fait rentrer finalement la transplantation fécale dans la médecine moderne, c'est le premier essai randomisé publié en 2013 par nos collègues hollandais. Et donc, dans cet essai, les auteurs ont observé qu'ils ont démontré que la transplantation fécale avait une très bonne efficacité dans l'infection récidivante à Clostridium difficile, avec 80 à 90% de succès, contre seulement 20 à 30% de succès pour le traitement classique, c'est-à-dire l'avancomycine. Et ces résultats d'essais cliniques se retrouvent dans la vraie vie. Ici, ce sont des données de 2017 qui n'ont pas été publiées, mais qui avaient porté sur 133 transplantations fécales faites dans le cadre du groupe français de transplantation fécale. Et vous voyez un taux de succès de 95% avec la transplantation fécale, une voire deux transplantations fécales. Donc, néanmoins, je redis à nouveau, comme ce qui a été dit tout à l'heure par mes deux collègues, la seule indication de la transplantation fécale dans le cadre du soin, c'est l'infection multirécidivante par cette bactérie Clostridioides difficile, et toutes les autres indications potentielles sont de la recherche. Je dis potentielles parce que, bien sûr, on parle de microbiote, on est convaincu que le microbiote joue un rôle dans un grand nombre de maladies, mais il n'y a pas que le microbiote. Il y a de nombreux facteurs génétiques, il y a de nombreux facteurs environnementaux qui ont un effet dans les maladies. Et même si le microbiote est impliqué dans de nombreuses maladies, en fait, son poids, entre guillemets, il va varier d'une maladie à l'autre. Comme on peut le représenter ici, vous avez certaines maladies, comme l'infection à Clostridioides difficile, qui est essentiellement une maladie du microbiote. Et donc, dans ce cas-là, on comprend que la transplantation peut avoir un effet important. Mais dans d'autres maladies, par exemple les MICI, eh bien oui, le microbiote, il a un effet, mais ce n'est pas le seul acteur. Et il y a d'autres acteurs qui sont importants. Pour le syndrome de l'intestin irritable, il a été clairement observé que chez certains patients, le microbiote était altéré, mais chez d'autres, eh bien, ce microbiote n'est pas du tout altéré. Il est tout à fait similaire à celui des sujets sains. Et puis, encore une fois, le cas peut être différent dans d'autres maladies. Donc, le microbiote, c'est une cible thérapeutique intéressante, mais il n'est peut-être pas la solution à tous les problèmes de la médecine. En tout cas, probablement pas seul. Peut-être qu'il faut combiner différentes approches. Alors, les particularités d'un essai thérapeutique de transplantation de microbiote fécal. Eh bien, il y a beaucoup de particularités. D'abord, comme on vous en a parlé, on doit sélectionner un donneur. Alors, on peut dire, ben voilà, il n'y a qu'à sélectionner un donneur, trouver un donneur. On vous a parlé de toutes les problématiques de sécurité, les bilans très importants qu'on doit faire, mais il n'y a pas que cette problématique. Est-ce qu'on ne doit pas sélectionner le donneur en fonction d'autres critères, peut-être en fonction de son microbiote, et si oui, quelles caractéristiques seraient importantes? Autre élément, on peut utiliser un donneur unique, mais on peut aussi prendre les selles de plusieurs donneurs et les mélanger pour avoir une sorte de microbiote combiné, parce que nous, par exemple, on ne fait pas, ni dans le cadre du soin, ni dans le cadre de la recherche, pour différents problèmes. Mais c'est une question, et ça a été fait par un certain nombre de collègues. Autre problème, la préparation du receveur. Le receveur, on doit préparer son intestin à l'arrivée du microbiote du donneur. Et donc, cette préparation, elle peut se faire avec du polyéthylène glycol, c'est-à-dire une préparation colique typique qui est faite avant une coloscopie. Donc, c'est une sorte de grand laxatif, finalement. Mais on peut aussi utiliser des antibiotiques avant la transplantation fécale.
On peut avoir, comme on vous l'a dit, différentes voies d'administration, par le haut, par le bas. Est-ce qu'on doit faire une administration unique, des administrations multiples? Et si oui, si on fait des administrations multiples, quelle est la fréquence d'administration? Et puis, ça a déjà été un petit peu abordé. Quel placebo est-ce qu'on doit utiliser lorsque l'on fait un essai de transplantation fécale, un essai thérapeutique de transplantation fécale? Donc, vis-à-vis de la sélection du donneur, il faut être honnête, en dehors des éléments de sécurité pour lesquels il y a encore des discussions, d'ailleurs, pour les autres critères, on ne sait pas quels sont les éléments pour sélectionner un bon donneur d'un mauvais, entre guillemets, donneur. Pour ce qui est de la voie d'administration, eh bien pour l'écrasante majorité des cas, on ne sait pas quelle est la bonne voie d'administration pour une indication donnée, pour une raison très simple, c'est qu'à ce jour, il n'y a pas eu de vraies études comparant une voie d'administration haute à une voie d'administration basse, des gélules à un lavement dans différentes indications, à commencer même par les infections à Clostridium difficile. Pour ce qui est de la préparation du receveur, il semble que la colonisation par le microbiote du donneur soit meilleure lorsque l'on donne des antibiotiques que lorsque l'on fait une préparation par polyéthylène-glycol. Mais là encore, est-ce que c'est vrai pour toutes les indications? On n'en est pas du tout certain. Et puis, il y a la problématique, alors vraiment très complexe, du placebo dans ces essais. Alors, pourquoi est-ce que c'est complexe, le placebo, dans les essais de transplantation fécale? Je vais vous donner quelques exemples. Donc, si on prend ici un essai thérapeutique dans lequel eh bien, on n'a pas utilisé d'antibiotiques pour la préparation du receveur. On a utilisé du polyéthylène glycol. Et comme vous le voyez ici, eh bien, pour la maladie en question, par exemple l'infection à Clostridium difficile, mais ça peut être une maladie inflammatoire de l'intestin, eh bien, on a un effet positif de la transplantation fécale qui fait mieux que le placebo avec cette petite différence. Maintenant, si on utilise des antibiotiques pour préparer le receveur, eh bien, ça va altérer évidemment de manière profonde le microbiote. Et donc, ça peut avoir des conséquences pour le groupe placebo qui reçoit des antibiotiques également, parce que finalement, le traitement antibiotique en lui-même peut avoir des effets délétères. Et donc, finalement, ce traitement antibiotique va avoir un effet propre et donc augmenter un petit peu artificiellement, finalement, la différence entre le placebo et le groupe transplantation fécale. Donc, est-ce que pour remédier à ce problème, on ne pourrait pas finalement faire une auto-transplantation dans le groupe placebo, c'est-à-dire prendre les selles du patient lui-même et lui réadministrer après le traitement antibiotique? Alors là, il y a plusieurs questions qui se posent. Est-ce que réellement c'est un placebo que de faire une auto-transplantation fécale? Et puis, si on est dans un essai thérapeutique multicentrique, avec potentiellement des centres séparés de plusieurs centaines de kilomètres, eh bien ça induit des problèmes logistiques absolument majeurs, parce que eh bien, ça veut dire qu'il faut récupérer les selles du patient avant la transplantation fécale, les amener dans le centre qui s'occupe de préparer ces transplantations, et puis les réenvoyer ensuite au centre qui peut être distant de plusieurs centaines de kilomètres. Donc, pour une étude multicentrique, ça paraît absolument infaisable de faire de l'auto-transplantation fécale comme placebo. Donc, après cette problématique du placebo et de la préparation, un mot sur l'analyse du microbiote. Quand on fait un essai thérapeutique de transplantation fécale, si on veut comprendre les résultats, il est absolument indispensable d'analyser le microbiote des donneurs et des receveurs. Et je vais vous donner un exemple qui vous démontre cela. Donc, c'est l'exemple de l'étude Impact Crohn, qui est à ce jour la seule étude randomisée qui a été publiée dans la maladie de Crohn. Et c'est une étude qu'on a réalisée à l'hôpital Saint-Antoine, avec l'aide notamment du docteur Bérard et du docteur Joly, qui ont parlé précédemment. Donc, cette étude, c'est la suivante. C'est une étude pilote, une petite étude avec une vingtaine de patients seulement, des patients atteints d'une maladie de Crohn en poussée, qui étaient traités d'abord par des corticoïdes pour finalement éteindre leur inflammation.
d'ailleurs, c'était une des originalités de cette étude, c'était de réaliser la transplantation fécale non pas en pleine poussée, mais après avoir calmé l'inflammation par de la cortisone. Une fois que les patients étaient en rémission, c'est-à-dire que leur maladie était calme d'un point de vue des symptômes, ils étaient tirés au sort, il y avait la randomisation et ils recevaient une transplantation fécale unique au cours d'une coloscopie ou alors une fausse transplantation au cours de cette coloscopie. Et dans ce cas-là, c'était du sérum physiologique, c'est-à-dire le véhicule qui servait à diluer les sels du groupe transplantation. Et après cette transplantation ou cette fausse transplantation, eh bien, on diminuait progressivement la cortisone jusqu'à l'arrêter. Et les patients étaient suivis pendant 24 semaines après la transplantation. Donc, voilà les résultats de cette étude qui est publiée depuis 2020. Vous voyez, tous les patients sont par définition en rémission clinique au moment de la transplantation ou de la fausse transplantation. Et puis, ensuite, on fait la transplantation et on diminue les corticoïdes. Et vous voyez que dans le groupe transplantation en vert, eh bien, les patients rechutent moins vite que ceux qui ont reçu une fausse transplantation. Ici, les nombres de sujets sont faibles, donc cette différence, elle n'est pas statistiquement significative, mais cliniquement, il y a un indice, un signe qu'il y a une efficacité. D'ailleurs, il y avait d'autres éléments qui suggèrent cette efficacité, notamment sur des critères endoscopiques. On a ensuite analysé le microbiote. D'ailleurs, dans cet essai, c'était le critère principal de jugement, l'analyse du microbiote, à 6 semaines après la transplantation ou la fausse transplantation. Et ici, vous avez un indice de similarité, c'est-à-dire que plus le microbiote du receveur est similaire à celle du donneur, plus cet indice augmente. Et donc, quand on voit ces résultats, eh bien, on voit que dans le groupe transplantation fécale, finalement, ça semble comme ça pas très, très différent du groupe fausse transplantation. Et d'ailleurs, quand on a vu ces résultats, on a été initialement assez déçus. Et puis, on s'est rendu compte quand même qu'ici, on avait 2 patients du groupe transplantation fécale pour lesquels eh bien, il n'y avait quasiment aucune implantation du microbiote du donneur. C'est finalement une sorte c'est comme s'il n'y avait pas de colonisation par le microbiote du donneur, c'est une sorte d'échec finalement technique de la transplantation fécale. Donc, on a regardé ces résultats d'un peu plus près et notamment, on a regardé le devenir de ces patients. Et donc, ce que l'on voit, c'est que les patients ces 2 patients rouges pour lesquels il n'y avait pas de colonisation du microbiote du donneur, eh bien, finalement, ils rechutent très vite, finalement, aussi rapidement que le groupe fausse transplantation en bleu, alors que les patients verts ici, qui ont été relativement bien colonisés par le microbiote du donneur, eh bien, eux restent en rémission pour l'essentiel jusqu'à la fin du suivi, ce qui veut dire, dans cette étude, que très clairement, l'analyse du microbiote a permis d'éclairer les résultats et de comprendre que l'absence de colonisation par le microbiote du donneur était associée avec l'échec de la thérapeutique. Il y a encore beaucoup d'autres questions sur la transplantation fécale et son efficacité. On n'a parlé que de quelques-unes des problématiques. Par exemple, l'appariement entre les donneurs et les receveurs. Est-ce que finalement un bon donneur est un bon donneur pour tout le monde, ou peut-être qu'en fonction du receveur, il faudrait choisir le donneur? Peut-être que c'est des éléments du microbiote, justement, qui doivent permettre de nous guider, mais peut-être pas. Peut-être que c'est des éléments génétiques ou immunitaires ou autres. On a parlé de la préparation du receveur. Est-ce qu'il faut préparer également le système immunitaire du receveur? Vous avez vu que dans l'essai que je viens de vous décrire, on utilise des corticoïdes pour calmer l'inflammation, et on pense une des raisons pour faire cela, c'était justement de calmer le système immunitaire pour éviter qu'il réagisse au microbiote transplanté et donc finalement abîme le microbiote tout neuf qu'on lui transplante. Est-ce qu'il faut également combiner ces approches avec un changement du mode de vie du receveur, notamment de l'alimentation? Voilà. Et donc, pour essayer de répondre à ces questions, eh bien, en fait, c'est vraiment très, très difficile parce que ça augmente de manière majeure la complexité dans la construction, mais aussi dans l'interprétation des essais thérapeutiques de transplantation fécale. Alors, un petit mot de la pratique clinique, juste un coup de pub, on va dire, pour le centre de transplantation fécale de la PHP, qui est fonctionnel depuis la fin 2020 maintenant.
qui a pour objectif de répondre à la demande dans le cadre du soin uniquement, et donc uniquement pour les formes multirécidivantes d'infection à Clostridium difficile. On recrute des donneurs sains, on prépare et on stocke les transplantations fécales, et c'est notamment Anne-Christine Joly qui s'occupe de cet aspect de préparation et de stockage. On maintient une banque de selles et on réalise des transplantations fécales dans le cadre du soin. Et on peut également fournir, après validation des indications uniquement, des préparations fécales pour transplantation dans tout autre service de l'AP-HP et même hors de l'AP-HP, essentiellement en région parisienne. Et donc, le contact uniquement pour les médecins, on ne répondra pas aux demandes de patients directs. Là, c'est vraiment un contact uniquement pour les médecins. C'est notre infirmière de coordination, Sandrine Trong, qui s'occupe de centraliser ces demandes. Donc, pour cela, on a besoin de donneurs, de volontaires sains. Et donc, si vous ou votre entourage est intéressé par donner ces selles, il suffit de taper sur Google « don de selles Saint-Antoine », comme vous le voyez ici. Vous allez avoir un certain nombre de réponses qui vont sortir, dont celle-ci, suis-je éligible au don de selles? Et donc, vous cliquez dessus, ou alors vous vous rendez sur cette adresse saintantoine.aphp.fr/don de selles, et vous allez arriver à une page Internet qui vous donne un certain nombre d'informations, et notamment, vous avez un formulaire si vous voulez savoir si vous pouvez donner. Si vous cliquez dessus, vous avez un auto-questionnaire qui va se mettre en route avec un certain nombre de questions, 16 questions, très générales sur votre âge, etc., si vous avez pris des antibiotiques récemment. Et si vous n'avez pas de contre-indication évidente à l'issue de ce questionnaire, eh bien, vous serez contacté par une infirmière, justement, pour organiser une consultation, répondre à vos questions, bien sûr, et initier la période de don. Donc, j'espère que vous avez pu voir le petit questionnaire qui vous a été envoyé sur la réunion. Donc, n'hésitez pas à le compléter. Et puis, je vous rappelle qu'il y aura une 5e session le 11 avril pour les questions-réponses portant sur l'ensemble des interventions du printemps du microbiote. Merci beaucoup, Harry, pour toutes ces précisions. On est passé à la fin de la recherche aux soins. On a quelques questions. Mais le soin et la recherche dans la transplantation de microbiote fécal, en tout cas dans son histoire, c'est lié. Et je crois que c'est vraiment les questions sur la recherche qui ont fait qualifier finalement la transplantation de microbiote fécal de médicaments. Et puis maintenant, on l'utilise en soins. Et donc, c'est très bien de nous avoir rappelé qu'il faut donner. Il n'y a pas de pénurie, mais ce n'est pas si simple. Alors, pour ce qui est de la recherche, si on revient un petit peu sur la recherche, donc je vais poser une question à toi, Harry, et puis je vais redemander peut-être à Laurence et à Anne-Christine de se réactiver leur caméra pour être avec nous. On a des questions sur les facteurs à prendre en compte pour les donneurs. Et tu l'as dit, peut-être ça peut se compliquer. Est-ce qu'il faut prendre en compte le facteur alimentaire? Est-ce qu'ils consomment des probiotiques, etc. On nous demande même, est-ce qu'il faut prendre en compte leur rythme de sommeil, leur stress, l'activité sportive? Est-ce qu'une des façons d'effacer ça, c'est peut-être de placer le débat sur donneur unique ou donneur multiple? Alors, déjà, est-ce qu'il faut mieux, dans un essai, avoir plusieurs donneurs ou un seul donneur? Alors, d'abord, il y a un aspect pragmatique. Dr Bérard vous a parlé du taux de succès de sélection des donneurs uniquement sur les critères de sécurité. Uniquement, c'est déjà extrêmement compliqué. Si on devait aujourd'hui rajouter des critères basés sur le mode de vie du donneur en dehors des critères de sécurité, sur la composition du microbiote ou tout autre facteur, à mon sens, ça rendrait tout simplement infaisable les études. Donc ça, je dirais que c'est la première étape. Malheureusement, à ce jour, c'est absolument impossible de faire ça tant qu'on n'a pas simplifié drastiquement les screens des donneurs. Ensuite, la question donneur unique, donneur multiple, c'est une question évidemment qui se pose. Une des motivations initiales des donneurs multiples, c'était d'augmenter la diversité du microbiote que l'on transfère. Mais à ce jour,
pareil, on n'a pas de comparaison entre donneur unique versus donneur multiple. Et il faut bien dire que quand on pool les selles de plusieurs donneurs, finalement, on augmente les risques. Hein, ça vient de donneurs quand même, de sujets humains. Et donc, plus on a de donneurs, plus on augmente les risques de transférer quelque chose qu'on ne connaît pas. Voilà. Et puis l'autre élément, c'est que, notamment pour la recherche sur la transplantation fécale, un des objectifs, c'est aussi de comprendre ce qui se passe, peut-être pour développer les traitements de demain, parce que voilà, la transplantation fécale, c'est extrêmement complexe. En France, on considère que c'est un médicament, mais de toute évidence, c'est une erreur évidente. Hein. Il n'y a vraiment aucune caractéristique d'un médicament tel qu'on le connaît. Et donc, vu la complexité, on a beaucoup de mal à imaginer qu'on va traiter des patients avec la transplantation fécale qui ont des maladies très fréquentes et chroniques. Donc, la recherche et la compréhension de finalement comment marche la transplantation fécale, c'est absolument fondamental pour aller développer les traitements de demain qui seront beaucoup plus contrôlés, beaucoup plus simples et qui permettront de traiter de très nombreux patients, y compris pour des maladies chroniques. Et donc, quand on fait des poules de donneurs, on est très, très gêné pour comprendre ce qui se passe. On ne comprend plus rien, en fait. Donc, pour résumer, c'est un point négatif. On pourrait écraser certains nombres de facteurs en faisant des poules de donneurs, mais actuellement, pour des raisons sécuritaires, pour des raisons de compréhension mécanistique, le donneur unique, c'est quand même plutôt ce qu'on fait. Oui, en tout cas, nous, c'est ce qu'on fait. Et en France, à ce jour, je ne crois pas qu'il y ait d'essais de transplantation avec des poules. Alors, des petites questions aussi pratiques. Une question un peu connexe pour éviter toute frustration et malentendu. Dans l'essai Impact, pourquoi est-ce qu'on n'a pas… Est-ce qu'il y a eu des freins au recrutement dans l'essai Impact? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas recruté plus de patients? Pourquoi ce petit Bien essai? sûr. Alors, il y a eu des freins au recrutement des donneurs d'abord. Parce qu'en plus, on n'est pas rentré dans les détails, mais c'était le premier essai thérapeutique de transplantation fécale en France, toute indication confondue. Donc, ça a été extrêmement compliqué à monter. Et comme on voulait, en plus, vraiment faire une preuve de concept, on a utilisé des selles fraîches de donneurs. Ce qu'on ne fait plus. Aujourd'hui, on utilise des selles congelées. Donc, il fallait que les donneurs viennent le jour J, faire leurs selles au moment donné de la transplantation fécale. On demandait à 2 donneurs de venir au cas où il y en ait un qui a un problème. Enfin, ça a été une logistique complètement dingue. Et Laurence Bérard, qui a une bien plus grande expérience que moi des essais thérapeutiques en général, je pense que c'est probablement sa pire expérience, tout essai thérapeutique confondu. Je dirais pas pire, je dirais inattendu. C'est ça. Voilà, on a prévu quelque chose et ça s'est passé complètement différemment. Voilà. Donc, c'est beaucoup sur les donneurs que ça s'est fait. Après, on avait un objectif d'un essai de relativement petite taille, parce que c'était un premier essai. Un point aussi sur la complexité, on parlait tout à l'heure de la difficulté et du temps qu'il faut pour faire un essai thérapeutique. Ce qu'a dit Laurence et Anne-Christine, c'est vrai, sous réserve qu'il n'y ait pas une catastrophe sanitaire. Bien sûr. Donc, parce que par tous les essais thérapeutiques ont été bloqués, là. C'est clair. Une question très intéressante sur le temps entre 2 TMF, puisqu'on comprend que ça va être un traitement suspensif, comme tous les traitements finalement. Est-ce qu'il faut du temps pour refaire une autre TMF pour avoir une action, ou est-ce que c'est pérenne dans le temps? Alors, ça dépend des indications. C'est-à-dire que pour l'infection à Clostridioides difficile, globalement, ce qu'on a besoin, c'est à un moment donné de réapporter massivement un microbiote normal pour ne plus laisser de place au Clostridioides. Donc ça marche très bien. Et ensuite, même si on a un microbiote endogène du patient qui revient, il va revenir progressivement. Et finalement, il y a une sorte de passation entre le microbiote du donneur et le retour au microbiote endogène du receveur. Et le Clostridium, lui, il n'a pas le temps de se développer. Et donc, ça suffit finalement une transplantation. Mais pour des maladies chroniques, où on imaginerait faire de la transplantation fécale, effectivement, il va falloir faire… Si on voulait vraiment traiter les gens de manière pérenne, il faudrait répéter. Aujourd'hui, on n'a pas d'éléments sur la fréquence. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a certaines bactéries qui vont rester chez les receveurs pendant très longtemps, de nombreux mois, voire probablement des années, mais c'est quelques bactéries, ce n'est pas le microbiote complet du donneur qui va rester. Donc, les différentes équipes qui essayent de faire des transplantations dans des maladies chroniques vont répéter les transplantations, mais à un rythme purement arbitraire. Certains vont le faire une fois par semaine
D'autres vont donner une gélule par jour ou une ou deux gélules par jour pendant des mois et des mois. Certains vont faire une fois par mois ou toutes les 6 semaines. Donc voilà, on ne sait pas. Et comme c'est extrêmement complexe de faire ces essais, personne ne se lance dans des essais pourtant très importants qui seraient juste, je compare la fréquence d'administration ou voix haute versus voix basse. Et pour compléter aussi les aspects microbiologiques de ta réponse, peut-être on peut renvoyer à la communication de Philippe Gérard du tout début qui liait la résilience, la stabilité du microbiote et ces forces de résilience là, dont on a parlé. Une question sur est-ce que mes étudiants à qui je vais transmettre les informations sur les dons de sel, est-ce qu'ils seront rémunérés? Alors, c'est une bonne question. Dans le cadre du soin, ils ne sont pas rémunérés. C'est comme un don du sang. Parce que voilà, on considère qu'en France, en tout cas, on ne rémunère pas. On les remerciera largement. On est en train de réfléchir à peut-être pouvoir leur offrir un mug ou quelque chose comme ça, ou un t-shirt. J'ai donné, voilà. Mais non, ils ne sont pas rémunérés. Dans le cadre de la recherche, ils ne sont pas non plus rémunérés. Ce ne s'appelle pas une rémunération. Ça s'appelle un dédommagement. Je peux peut-être laisser le docteur Bérard en parler. Oui. Oui, j'ai évoqué le sujet effectivement tout à l'heure. On n'a pas le droit de vivre la recherche en étant volontaire. On ne peut pas gagner sa vie en donnant des selles, du sang ou que sais-je, en se faisant injecter des médicaments. Évidemment. Donc, on a le droit d'être dédommagé à la hauteur des contraintes subies. Donc ça, c'est un peu difficile d'estimer quelles sont les contraintes. Mais on a le droit d'être dédommagé et je l'ai évoqué aussi tout à l'heure, il y a un maximum autorisé par la loi par an de dédommagement des donneurs. Donc, le maximum est de 4 500 €. Bon, c'est une somme, hein, mais c'est pour toute l'année. Voilà, donc oui, il y a un dédommagement. Donc, pour vous donner une idée, c'est quelques dizaines d'euros par don, mais uniquement pour les dons qui sont valides, c'est-à-dire que il ne s'agit pas de venir à l'hôpital et d'apporter ses selles, ça ne marchera pas. C'est uniquement si les dons sont valides. Donc, c'est un processus qui est long et qui nécessite réellement un investissement du donneur dans l'étude et donc un intérêt, en gros, quand même, du donneur pour l'étude. En fait, c'est si les dons sont faits à l'hôpital et qu'on les autorise. Parce qu'après, malheureusement, il y a encore de la perte, le temps qu'on ait tous les résultats. Évidemment. Et une question sur un peu la prospective et puis les alternatives. Quel est selon vous, c'est peut-être plus pour Anne-Christine et Harry, l'avenir des FMT au regard du développement de nouvelles approches plus caractérisées, telles que les consortiums de souches? Alors, moi, je peux dire un mot et je laisserai Anne-Christine compléter. Ça va exactement dans le sens de ce que je disais précédemment. La transplantation fécale, c'est extrêmement complexe. Il faut être clair, on ne contrôle pas du tout ce que l'on fait. On ne sait pas du tout ce qu'il y a dans les selles que l'on transplante. Évidemment, on recherche les pathogènes, on s'assure qu'on ne va pas transmettre de maladies. Mais si quelqu'un dit que dans deux gélules de microbiote, c'est la même chose, eh bien, c'est faux. Et c'est d'ailleurs un des problèmes, une des raisons pour lesquelles on ne peut pas dire que la transplantation fécale, c'est un médicament. C'est parce que les lots ne sont pas les mêmes. Voilà. Et en plus, on n'est pas capable de tout décrire. Même si on fait un séquençage avec les meilleures méthodes, on ne va identifier en gros que 50 à 60% des bactéries. Et les gènes de ces bactéries, le plus souvent, on n'est même pas capable de dire à quoi ils servent. Et si on fait une analyse, non pas des gènes, mais des petites molécules, parce qu'évidemment, on a dit dans la transplantation fécale, il n'y a pas que les bactéries, il y a plein de molécules qui se baladent. On fait une analyse, 90% des molécules qui sont présentes dans les selles, on ne sait pas ce que c'est. Donc, voilà, on ne contrôle pas grand-chose quand même. Donc, développer des traitements de ce type pour traiter des centaines de milliers, voire des millions de patients atteints de maladies chroniques, donc pour lesquels, comme tu disais Philippe, il va falloir répéter des interventions, s'assurer que les donneurs ne sont pas infectés, arrêter tous les dons parce qu'il y a un nouveau virus qui apparaît ou une pandémie de grippe ou juste de gastroentérite d'ailleurs. À un moment, la gastroentérite, voilà, on arrête tout parce que ça paraît quand même difficilement raisonnable. Donc, moi, personnellement, je crois beaucoup plus à ce qui vient d'être mentionné, des consortiums de bactéries bien définis, et puis peut-être dans certaines indications très précises, une ou deux bactéries qui suffiront, ou un métabolite bactérien. Voilà. OK. En attendant, tu veux compléter? En attendant, cette transplantation, elle sauve des vies.
elle sauve des vies dans le cadre effectivement de l'infection dont on a parlé essentiellement ce soir, l'ICD, mais il y a aussi quelques situations sur des patients pour lesquels il y a des bactéries multirésistantes qui les empêchent d'accéder à un traitement qui leur sauvera la vie dans le cadre de leucémie aiguë ou ce genre de situation, qui est vraiment quelque chose qui nous a permis, il y a eu des petites séries de publiés, de sauver des vies, quoi. Et ça, c'est très satisfaisant. J'ai souvent entendu Harry dire, c'est extraordinaire d'avoir un pourcentage aussi important de réussite dans une pathologie, alors c'est vrai qu'on a l'impression de ne pas tout maîtriser, et vous pouvez en croire un pharmacien qui fait de la transplantation, et ça, c'est un médicament qui est quand même très à part pour nous, une matière première qui est quand même pas du tout naturelle en termes d'utilisation pour un pharmacien. Bien ça. Et c'est vrai qu'on a vraiment un succès de ces TMF qui est juste bluffant dans certaines situations, vraiment. Et en attendant que l'industrie, que d'autres puissent nous, que la recherche nous permette de dire voilà, c'est tel ou tel organisme ou telle substance qu'il faut utiliser, et ben on a vraiment l'impression de rendre service. Complètement d'accord, hein, surtout pour les infections assez difficilées où, encore une fois, on fait une transplantation et c'est fini. On n'est pas du tout dans le cas d'une maladie de Crohn ou du diabète. Voilà. Une dernière question, et je trouve qu'elle fait bien le lien entre tous les types de recherches qu'on peut faire. C'est un spectateur anonyme qui nous écrit. L'hôpital Saint-Antoine récolte des dons de sel. Mais est-il possible de faire des collaborations avec l'hôpital Saint-Antoine pour qu'ils fournissent un pool de dons de sel pour des études précliniques, par exemple? Alors, c'est une bonne question. La réponse est oui sur plusieurs aspects. D'abord, on a effectivement des échantillons de sel de donneurs que l'on peut effectivement utiliser pour la recherche, y compris préclinique. Et puis à côté de ça, on a des collections de sel de patients, notamment atteints de maladies inflammatoires de l'intestin, parce qu'à Saint-Antoine, en gastroentérologie, c'est essentiellement ce que l'on fait, que l'on peut utiliser également pour des recherches précliniques. Et au-delà de ça, il y a à la PHP un centre de ressources biologiques qui s'appelle BARM, qui est spécialisé pour les échantillons de sel, qui est centralisé à Saint-Antoine, mais auquel tous les centres de la PHP participent. Et donc, il y a des collections de sel qui sont présentes et potentiellement disponibles après accord de l'investigateur principal, bien sûr. Très bien, c'est parfait, ça ouvre des perspectives. Il est 19h30, un peu passé. Je crois que c'était vraiment formidable de vous écouter. C'était très complémentaire. Merci beaucoup à nos orateurs. Merci Philippe. Je vous en prie. Merci. Et on se retrouve donc dans une semaine ici même avec ceux qui pourront nous rejoindre et on essaiera de répondre à toutes les questions. J'ai peur qu'on n'y arrive pas, mais on va essayer de le faire. Voilà, à très bientôt. Bonne soirée à tous. Au revoir. N'oubliez pas de répondre au sondage avant de partir. Au revoir. Au revoir.